Je suis avec Frédéric Pruvot, directeur des services éducatifs au Centre de services scolaires de la Riveraine. Enfin, Frédéric, hein, le mot retentit. On peut réunir tous nos enseignants, nos enseignantes du primaire. Ça se passe aujourd'hui à l'école Jean-Nicolet. En gros, c'est quoi ce colloque-là, Frédéric? Bien, exactement. Le mot « enfin » est de circonstance. Enfin, notre personnel peut se voir, peut se côtoyer, peut échanger. Enfin, depuis déjà 6 mois, on travaille à avoir ce rassemblement-là pédagogique, donc de faire une journée très, très pédagogique. Un peu la genèse de l'activité, c'est l'année passée. L'année passée, comme toujours, on est dans un mode très pédagogique et il y avait des directions qui disaient, bien, moi, je sais qu'il se passe quelque chose dans telle école et les directions, entre eux autres, se sollicitaient en disant, bon, ben, dis-moi comment tu fais ça, comment tu t'organises là. Et là est venue l'idée de réunir ces gens-là qui, dans leur classe, dans leur école, ont des projets, ont des démarches, des idées novatrices et de leur permettre d'en parler à leurs collègues. Un partage de bonnes idées. Exactement. Okay. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a approché des gens, autant dans des écoles du secteur Est, secteur Ouest, secteur Centre, accompagnés de nos conseillers pédagogiques pour monter ce type d'atelier-là, parce que nos conseillers pédagogiques sont directement concernés. Souvent, ils accompagnaient déjà des enseignants dans un esprit de développer une idée novatrice. Ouais. Donc, juste mettre ça dans une perspective globale, une direction des services éducatifs dans un centre de services scolaires, que ce soit le nôtre ou ailleurs au Québec, c'est quoi la tâche de cette entité-là administrative? Bien, je dis que c'est un organisme à 2 têtes. Donc, il y a toute la partie de l'organisation scolaire. Donc, quand au quotidien, on voit le nombre de groupes, comment c'est distribué dans les écoles, et ainsi de suite, bien, c'est une des grandes tâches du service éducatif. L'autre tâche qui est beaucoup plus pertinente, c'est toute la partie pédagogique. Donc, coordonner à l'intérieur du centre de service les actions pédagogiques qui vont permettre aux écoles de grandir et de développer des stratégies pédagogiques. Et je discutais tantôt avec une conseillère pédagogique en français. Par exemple, elle va appuyer les enseignants dans l'enseignement du français. Exactement. On a des gens au niveau des technologies. Mathématiques. On a des responsables qui vont travailler plus au niveau de toute la psychoéducation, l'orthopédagogie. Donc, toutes les sphères qui sont en périphérie de l'enseignement de la classe, okay. Bien, c'est les services éducatifs qui coordonnent ce secteur-là. Et comme le colloque, comme ton équipe à toi, Frédéric, dans le fond, bien, c'est pour rendre l'enseignement meilleur aux principaux concernés, les élèves. Oui, exactement, oui. Exactement. Puis, très content de la réception du personnel. On a lancé les invitations à la fin septembre. On en avait plus ou moins parlé dans les écoles. C'était du bouche-à-oreille. On avait mis quelques dépliants. On a envoyé un peu les grands principes du colloque en leur disant les inscriptions arrivent bientôt. Et aujourd'hui, on a 200 personnes, 210 personnes wow. qui ont dit oui à l'appel de cette rencontre-là. Où c'est pas des convocations. Les gens étaient invités à y participer. Donc, on a 200 cucs. Puis, on touche toutes les sphères du primaire. Parce que le préscolaire est en rencontre, les spécialistes sont en rencontre, éducation physique, anglais, musique, les titulaires de classe sont là. Donc, c'est un grand rassemblement. Et évidemment, il y a des ateliers, moi je trouve ça intéressant, mais il y a beaucoup dans ces événements-là de l'informel. Ouais. Je me promenais tantôt et je tendais l'oreille. Il y a de se revoir. Ouais. Tu sais, tu as peut-être un ancien collègue d'études que tu revois après des exactement. Années, quelqu'un peut-être été à l'école avec dans notre secteur ici, mais je voyais déjà des échanges se faire ouais, au niveau des bonnes idées, de partage, tout ça. Donc, bien, bravo à toi, bravo à toute ton équipe, parce que vous avez eu des partenaires aussi. Il y a l'équipe du service éducatif. Service éducatif, le syndicat des enseignants qui est partenaire, les directions qui ont contribué à l'organisation de cette activité-là. Et nécessairement, bien, tout au long de la journée, puisqu'on parle des ateliers, mais il y a aussi des kiosques. Donc, il y a des kiosques qui vont permettre aux enseignants de se promener puis aller voir bien, qu'est-ce qui se fait de plus récent au niveau de la motricité, au niveau de l'orthopédagogie. Quels sont des jeux qui peuvent être gagnants quand je veux travailler tel aspect avec mon groupe d'élèves, et ainsi de suite. Donc, tout ça sera accessible pendant toute la journée. Et moi, ce que je retiens, c'est que l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais en comité avec quelques enseignants. Puis, les enseignants nous disaient, vous savez,
des formations, c'est correct, puis on a besoin de formation, mais ce qu'on souhaite surtout avoir, c'est des moments de partage. On a beaucoup sur notre territoire de petites écoles qui font en sorte que souvent, tu es tout seul comme enseignant de ton niveau, puis tu n'as pas l'occasion d'échanger d'apprendre, avec un collègue, et Ah, ainsi de suite. oui. Puis il disait, bien, souvent, on est obligé de répéter et de faire par nous-mêmes tout ce qui nous est demandé quand un collègue le fait peut-être aussi, puis on pourrait se le partager. Donc, ce genre de rencontre-là, C'est de l'efficacité. c'est ça qu'on recherche. Et il y a une chose, moi j'ai remarqué, les gens, bon, il y a des invités, mais essentiellement, les donneurs d'ateliers, c'est des gens de terrain. C'est des enseignants qui, moi je l'ai fait, voici qu'est-ce que peut-être qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on a modifié, qu'est-ce qui va bien. Fait que ça, d'avoir l'écho du terrain, moi je trouve que c'est très pratique. Belle mise en valeur du potentiel, pas du potentiel, mais des réalisations de nos enseignants. C'est une belle reconnaissance. Ben oui, c'est une belle reconnaissance, c'est un autre objectif. Ça. Puis surtout, des fois, quand on fait venir des gens de l'extérieur, ils viennent, ils nous expliquent et ils repartent. Là, maintenant, on a des gens qui vont venir expliquer leur aventure, parce que des fois, c'est une aventure avec des gains, des échecs, mais ils restent. Fait qu'on peut les contacter après et dire hey, « tu m'as parlé de ça, peux-tu m'en dire un peu plus? » Donc, pour nous autres, on pense que ça peut être très gagnant pour notre organisation. Bien, merci. Frédéric Pruvot, directeur des services éducatifs du Centre de services scolaires de la Riveraine. Merci beaucoup. Je suis avec Marie-Christine Luneau, orthopédagogue. Évidemment, c'est le colloque du primaire. Tu as un kiosque. Qu'est-ce que tu y présentes à ce kiosque-là? Bien, ma collègue Nathalie et moi, on présente des jeux, des applications, du matériel concret, ludique pour les élèves. Donc, pour rendre les apprentissages encore plus attrayants et agréables. Parce qu'on a souvent dépeint négativement les outils technologiques. Les jeunes sont tout le temps là-dessus, mais on peut s'en servir. Oui, à bon escient, Ouais. puis de façon, tu sais, pas passer 1 heure là-dessus, là, mais davantage des petites périodes, des petits moments là, pour que ce soit encore plus agréable pour les élèves. Et juste me définir l'orthopédagogie. C'est ton travail, toi. L'orthopédagogie, c'est d'intervenir avec les élèves en difficulté d'apprentissage. Essentiellement, donc, un pairage est pertinent et nécessaire à faire entre vous, les orthopédagogues, et les enseignants. Exactement. Bon, bien, merci, ma chère. Ça fait plaisir. Je suis avec Émile Gagnon de l'École des Perséides, qui est co-animateur aujourd'hui d'un atelier. Qu'est-ce que tu vas présenter dans ton atelier, toi? Les robots Ozobot, puis c'est un moyen d'apprendre la programmation avec Scratch. OK. Et comment ça se passe, ça? Parce que moi, je connais pas ça bien. Les gens qui nous regardent ne connaissent peut-être pas ça. C'est quoi ça, ce que tu viens de décrire, ces robots-là? Bien, c'est des robots qui sont tout petits, comme la grosseur d'une balle de golf. OK. Et il y a plusieurs moyens de les faire fonctionner. Tu peux leur donner des ordres qu'ils vont faire en suivant les couleurs, parce qu'ils ont des capteurs qui permettent de regarder les couleurs. Ou tu peux programmer avec une tablette et les envoyer au robot. OK. Fait que c'est pas juste jouer avec une affaire, là. Non. C'est que tu le programmes. Puis ça, c'est-tu difficile d'apprendre à programmer ça? Ben, si tu as des bases un peu, ça peut être facile, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, on va lui expliquer. Puis c'est ça, c'est vraiment pas comme un jeu vidéo que tu as le joystick puis tu déplaces le robot. C'est vraiment, il y a des blocs que tu peux mettre, puis ça dit, mettons, avance de 2 cm, puis tu peux vraiment rajouter des variantes plus complexes. Puis évidemment, pour bien faire ça, de quoi tu te sers? Tu te sers-tu de la mathématique? Tu te sers-tu de quoi? Dans ton coffre d'outils là, que tu as dans ta tête, de quoi tu te sers? Beaucoup de mathématiques. OK. Et le robot, il peut comme résoudre des opérations mathématiques. Fait que c'est ça. Bon, bien intéressant. Tu es un bon co-animateur, Émile. Je sais. Merci. Merci. Je suis avec Alexia Crozier-Roy, enseignante au Perséide. Tu es en quelle année, toi? Je suis au 3e cycle en 6e année. Et là, on a eu Émile qui est venu me parler de robotique. Excellent. Très bon choix, ma chère. Moi, je trouve qu'il y a un potentiel d'enseignant, ce gars-là. Ah oui, certainement. On verra ce qu'il fera comme métier plus tard, mais il expliquait bien. Dans le fond, toi, tu te sers de la robotique dans quel contexte en classe? Dans tous les contextes possibles, que ce soit en mathématiques, en français, en univers social.
En sciences et technologiques, on pourrait croire que c'est l'endroit où vraiment je vais en faire le plus, mais c'est l'endroit où j'en fais le moins. Ah ouais? Vraiment, je vais venir travailler en projet interdisciplinaire, puis je vais venir insérer vraiment la robotique dans le but de stimuler la motivation de mes élèves. J'ai beaucoup de garçons qui aiment tout ce qui est jeux vidéo, ce qui est technologique. Donc, quand vient le temps de leur faire travailler le plan cartésien, par exemple, bien, de le faire avec Ozobot, ça rend beaucoup mieux, c'est plus stimulant, puis c'est plus signifiant pour eux. Fait que j'essaie vraiment de l'amener dans tous les contextes. Et là, on va parler de concret. Là. Est-ce que chaque élève a son robot? Bon, on a eu la chance à l'école de pouvoir s'inscrire là, au projet d'outils technologiques l'année passée. Puis on a eu la chance de recevoir en fait une flotte d'Ozobot où on en a assez pour un élève par un Ozobot pour 2 élèves. OK. Fait qu'il y en a pour une équipe de 2. Puis Jean-François des services pédagogiques nous en amène. Jean-François Comeau. Oui, Jean-François Comeau des services éducatifs nous en amène tout le temps. Donc, si j'en ai besoin de 1 pour chaque élève, je peux pouvoir en avoir aussi. Mais le milieu alternatif fait qu'on travaille beaucoup par projet personnel puis par atelier. Donc, moi, je vais souvent travailler avec une portion d'élèves sur les robotiques pendant que d'autres élèves vont travailler en projet, d'autres élèves vont travailler en art. Donc, on a vraiment plusieurs disciplines qui vont se dérouler en même temps. Émile me parlait tantôt de programmation. Moi, je voyais, puis il m'expliquait le lien qui servait des mathématiques. Bon, tout ça pour faire sa programmation. Tantôt, tu m'as un petit peu étonné de parler d'univers social et d'application robotique. Moi, j'aime beaucoup l'univers social. J'ai étudié là-dedans. Explique-moi comment on peut intégrer l'univers social et de la robotique. Bien, en fait, quand vient le temps de créer tout ce qui est maquette, tout ce qui est scénario, bien c'est facile de venir l'introduire. Par exemple, c'est sûr que c'est de la programmation, mais on utilise Mickey pour faire des maquettes interactives. Donc, mes élèves vont venir faire des maquettes. Puis là, ils vont faire comme dans les musées. Tu cliques sur un bouton, puis ça te parle. Puis c'est mes élèves qui parlent. Donc, ils vont présenter la société. En ce moment, on est dans les années 1980 au Québec. Donc là, ils vont venir expliquer la culture, les sports, le transport à ce moment-là, grâce à cette programmation-là. Fait que c'est vraiment des outils là, pour venir ajouter un petit plus au projet qu'on fait déjà. Et évidemment, les gens qui nous regardent ne verront peut-être pas ton atelier, quoiqu'on a peut-être des profs qui étaient là qui vont regarder l'émission, mais c'est quoi le message essentiellement que tu vas dire aux enseignants? Bien, je pense pas que tu es là pour les convaincre, mais c'est quoi que tu vas exposer globalement versus l'intégration de la robotique dans ton enseignement? Bien, l'objectif, c'est de montrer que c'est facile, parce que ça a l'air assez complexe quand tu connais pas ça. Ça fait peur. Oui, fait que ça peut faire peur à certaines personnes. Donc, leur montrer, premièrement, que c'est plus facile qu'on pense. Deuxièmement, qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été créés. Donc, moi, comme enseignante avec Jean-François Comeau, on a travaillé sur des projets clés en main. Là. Donc, tu ouvres le document, puis tu as tout ce que tu as à faire du début à la fin. Il y a d'autres enseignantes aussi, Lisanne Desilets à Tournesol. Il y a plein d'enseignantes comme ça qui ont vraiment monté des documents. Donc, c'est du clé en main. Puis, l'objectif premier, c'est de leur montrer que c'est vraiment amusant puis que les élèves aiment ça. Moi, comme adulte, je suis intriguée, passionnée quand vient le temps de regarder ça. Donc, un enfant, c'est encore mieux. Fait que si ça peut venir chercher une petite pointe de motivation chez certains élèves, je pense que c'est une belle façon de le faire. Ben oui, puis c'est bien un crayon un papier, mais on peut, c'est pas une finalité. Non, c'est ça. On Donc, sort du cadre en faisant ça. Puis ce que je comprends de ce que tu me dis, oui, il y a la robotique, oui, il y a la programmation, mais c'est aussi une manière à des élèves qui seraient peut-être moins réceptifs d'intégrer d'autres matières. Ah oui, ça on fait peut. je vais employer le mot prétexte. Oui, C'est effectivement. un beau prétexte. Bien, merci, ma chère. Très Merci, intéressant. Stéphane. Je suis avec Isabelle Caillat, directrice adjointe des services éducatifs. Évidemment, on a parlé avec Frédéric qui nous a exposé les grands objectifs de la journée, mais je trouvais ça intéressant de te parler. Comment qu'elle va se déployer cette journée-là? C'est quoi le déroulement de la journée, Isabelle? Et en fait, le déroulement de la journée, c'est vraiment un colloque par les enseignants et pour les enseignants de la Riveraine, mettre en valeur vraiment tout ce qu'on fait de bien pédagogiquement pour les élèves. On a des ateliers, un atelier qui est différencié, comment différencier notre pédagogie, donc d'avoir des approches différenciées. On a la littératie. Comment utiliser la littératie au quotidien? Là, j'ai une question, là, parce que moi, je sais un petit peu c'est quoi, mais il y a peut-être des gens qui nous regardent. Littératie, ça veut dire quoi, ce mot-là? Comment utiliser les différents albums littéraires, donc les types d'albums littéraires, les types d'œuvres littéraires, comment on peut mieux les mettre en valeur dans la classe et favoriser différents types d'apprentissage. Ah, OK. Bon, je comprends plus. Là. Parfait, oui, c'est notre jargon d'école. Ben oui, ben là, puis c'est ça, puis c'est correct qu'on a des termes techniques, mais c'est ça, on est là pour vulgariser.
Puis je trouve intéressant de et par et pour les profs. Ça, c'est très intéressant. Littératie, on a parlé, j'ai interviewé des gens aussi au niveau de la robotique. Oui. C'est quoi les autres ateliers qu'on va avoir? On va avoir des ateliers de manipulation mathématique, donc comment vraiment utiliser tous nos objets de manipulation pour mieux favoriser la compréhension des élèves de divers concepts mathématiques. C'est une tendance, ça, de se servir, tu me parles d'objets, tantôt je parlais à des gens précédemment au niveau des iPads, au niveau de robots, les petits robots, tout ça. L'objet permet d'apprendre. L'objet favorise l'apprentissage et on va beaucoup plus loin lorsqu'on utilise les objets dans les concepts mathématiques. Les jeunes au primaire peuvent faire des concepts algébriques sans le savoir en utilisant du matériel. Mais nous, ils le font de façon naturelle et ensuite, on va venir leur enseigner en disant, quand tu fais ça avec du matériel, voici, tu es en train de faire de la multiplication, voici, tu es en train de trouver des termes manquants, voici, tu es en train... Donc, c'est vraiment de concrétiser. Et par la suite, on revient en disant, maintenant, c'est comme ça que tu peux le faire avec un processus qu'on appelle conventionnel écrit. Oui, plus classique. Plus classique. Mais c'est une tendance, ça, de plus requérir à l'objet dans l'enseignement? Bien, c'est une tendance, mais en même temps, le programme de formation nous le demande de passer par le concret. Donc, et outre ça, on a des formations pour les spécialistes aussi, parce qu'on a des enseignants, je ne sais pas si le terme est bon, on a des généralistes au primaire, mais on a des spécialistes aussi. On a des titulaires et des spécialistes. Donc, ce matin, sont réunis ensemble les enseignants d'éducation physique pour travailler une nouvelle technique de volleyball. Ensuite, il y a les enseignants d'anglais, il y a les enseignants de musique qui sont réunis ensemble. C'est vraiment un événement aujourd'hui pour les enseignants. Il y a également tous les enseignants du préscolaire qui ont une formation sur le jeu symbolique. Hein? Donc, on est dans la manipulation, dans le jeu symbolique, on est dans l'action aujourd'hui, sur tous ces angles. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est des praticiens. Tu sais, c'est pas... Puis j'ai rien contre les gens qui ont élaboré des grandes théories dans la vie. C'est utile, mais là, on a des gens qui ont mis la main à la pâte. Tout à fait, tout à fait. Et on en fait des belles choses ici à la Riveraine, puis c'est important de les mettre en valeur, c'est important de les diffuser, puis c'est important d'avoir des occasions aussi pour s'inspirer. Donc, voilà. Un beau lieu d'échange. Bien, merci, Isabelle. Merci, ça m'a fait plaisir. Je suis avec Cindy Mercier, psychoéducatrice active dans le secteur est du centre de service scolaire. Cindy, là, psychoéducatrice, c'est quoi ça, ce métier-là? Qu'est-ce que tu fais comme travail au quotidien? En fait, la psychoéducation, on peut travailler avec toutes les clientèles. Ici, au scolaire, bien sûr, on travaille avec les enfants. Il y en a qui sont au secondaire, au primaire. Moi, c'est vraiment... je suis au primaire avec les plus petits. Notre champ d'expertise, c'est vraiment les stratégies d'adaptation. Ce qui veut dire... Oui, exactement. Je comprends. Moi, je sais ce que ça veut dire, s'adapter, mais là, à l'école, je suis un enfant adapté. En fait, quand un humain fait un comportement, c'est toujours pour revenir en équilibre, s'adapter. Si on a faim, on va manger, c'est qu'il y a un comportement adaptatif. Si on est fatigué, on va se coucher. Exactement. Bon. Fait que les enfants, souvent, ils ont ils peuvent développer ou même les adultes, là, développer des stratégies adaptatives qui ne sont pas adéquates exactement. Donc, si je prends, mettons, à l'adolescence, tu as un malaise, tu as de l'anxiété, tu vas tomber dans la drogue, par exemple. Fait que là, c'est une stratégie adaptative, tu vas te sentir mieux à court terme, mais c'est pas adéquat dans la société. Un enfant qui vit de la colère, va faire une crise, va désorganiser une classe complètement. Fait que nous, dans le fond, le champ d'expertise, c'est vraiment travailler à développer des stratégies adaptatives qui vont être adéquates là, dans la société. Par exemple, moi, je suis en deuxième année. C'est dur à imaginer. Mettons, je suis en deuxième année. Difficulté avec un exercice mathématique. Je me choque, moi. Pas content. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Exactement. Fait que toi, tu vas dire, appel au calme, relaxer, tout ça. Exactement. Demander de l'aide. C'est ça. C'est ça. Puis des fois, l'enfant ne comprend pas ce qu'il vit non plus, l'émotion. Des fois, il arrive devant un examen, il va paniquer rapidement parce qu'il pense qu'il n'a pas la capacité. Même s'il a la capacité, il peut avoir l'impression de ne pas avoir la capacité de le faire. Fait que c'est d'essayer de mettre des mots, de comprendre toutes les émotions qu'il peut vivre, puis de développer des stratégies qui vont être adéquates. Et dans le cadre du colloque, tu es avec une collègue, vous exposez, j'ai vu des choses sur une table. Moi, ça m'a semblé à première vue des jeux.
Oui, mais exactement. J'étais peut-être dans l'erreur. Non, Non. tu me confirmes, c'est des jeux, C'était mais c'est des jeux éducatifs. Des jeux éducatifs. Des fois, c'est des jeux de société qu'on retrouve à la maison, qu'on utilise pour développer des stratégies qui vont être adaptées. Souvent en rencontre, en sous-groupe ou en individuel, on va utiliser ces jeux-là pour remettre l'enfant dans un contexte où il va vivre une émotion qui est difficile à gérer pour lui, et on va développer avec lui des stratégies qui vont être plus adaptées puis qu'il va pouvoir réutiliser dans son quotidien par la suite. Fait que ça, c'est un niveau où on travaille avec les enfants. On peut travailler directement avec l'enseignant pour mettre des choses en place dans le quotidien, dans la classe aussi. Parce que c'est un pairage. Bien, pairage, mais ça peut être plus que deux. Ce type de travail-là, c'est un travail d'équipe. Intervenir avec un élève qui a des difficultés, c'est pas juste une personne qui va tout régler. Bien, ça va être l'élève. Oui, exactement. Bien, il va être accompagné là-dedans et l'enseignant rentre en ligne de compte. Toi, tu rentres en ligne de compte. Exactement. L'enseignant, l'éducatrice qui est en classe vont travailler quand il va souvent arriver un événement. Nous, on va essayer de travailler en amont aussi parce que développer des stratégies, quand tu es dans ton émotion, c'est drôlement difficile. Fait qu'on essaie de travailler avant que... On n'est pas dans le rationnel. Là. Exactement. Bon. Quand on est dans l'émotion, on n'est pas rationnel. Bien, merci. Bien intéressant. Cindy Mercier, psycho-éducatrice. Exactement. Merci. Je suis maintenant avec Vanessa Charbonneau, ergothérapeute. Là, je suis étonné d'apprendre, peut-être les gens qui nous regardent vont apprendre ça, qu'il y a des ergothérapeutes dans les centres de services scolaires comme à la Riveraine. Ton travail, ma chère, ça se passe. Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ton travail ici, à la Riveraine? En fait, mon travail, c'est d'accompagner essentiellement les enseignants, les équipes écoles, donc les professionnels, le personnel de soutien aussi qui sont dans les classes. Je les accompagne à identifier puis à mettre en place des stratégies universelles essentiellement, là, donc qui s'appliquent au plus grand nombre d'élèves pour supporter le développement sensorimoteur des élèves au sein de leurs apprentissages. Sensorimoteur. Exactement. Les sens? Oui. Puis la motricité? Exactement. Donc l'environnement, la classe, les corridors, les espaces publics soient pensés pour favoriser l'apprentissage. Tout à fait. Okay. En fait, l'ergothérapeute va se pencher tout le temps sur 3 sphères. On va regarder la personne, donc les habiletés des enfants, l'environnement, donc le mobilier scolaire, la classe, les coins d'apaisement, le corridor moteur, et aussi l'occupation en soi. Donc, est-ce que l'élève éprouve des difficultés à s'habiller, à écrire, à se détendre, à être disponible pour les apprentissages? Puis, c'est en regard de ces 3 sphères-là qu'on va proposer des stratégies. Donc, ça peut être des mobiliers adaptés. Exactement, pour s'assurer que les élèves soient bien assis. Au niveau de l'éclairage aussi, peut-être s'il y en a qui pourraient être plus apaisés, peut-être moins de lumière. Tout à fait. Donc, on va regarder selon les activités qui sont en cours, comment on peut... par exemple, si les élèves sont en train d'écrire, bien, on va vouloir que ce soit lumineux. Si on est dans une détente, on va vouloir que ce soit plus apaisant pour aider ceux qui ont plus de difficultés à s'apaiser, à s'engager dans l'activité de détente. Donc, on regarde un petit peu tout ça en collaboration avec l'enseignante ou le personnel de soutien qui, eux, sont les experts de leurs élèves. Donc, on collabore pour faire une lecture là, complète. Puis après ça, bien, avec nos yeux d'ergothérapeute, on amène des petites solutions qui peuvent aider là, les élèves à soit développer leurs habiletés, soit être dans un environnement qui est plus optimal pour leur permettre leurs apprentissages ou modifier les tâches pour que les élèves se retrouvent là, dans leur zone proximale de développement. Donc, que ce soit ni trop facile, ni trop difficile, puis qu'ils soient en mesure là, de participer activement dans leurs activités scolaires. Bien intéressant, parce que moi, là, je te trouve... Tu as très bien fait ça, très bien expliqué ça, parce que je ne savais pas. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ils n'avaient pas pensé à cet aspect-là. Non, mais c'est encore très nouveau, là, les ergothérapeutes dans parce qu'on dit une école, c'est une école, puis une classe, c'est une classe, mais il y a plus que ça. Par exemple, il y a des classes où, s'il y a trop de mobilier, ça peut être problématique. Oui, s'il n'y en a pas assez, ça peut être problématique. Exactement. Puis si le mobilier est trop grand, si le mobilier, les élèves souvent vont avoir les bras dans les airs pour écrire ou ils ne toucheront pas par terre parce que la chaise est trop haute. Donc, ça fait en sorte que les élèves sont moins disponibles à ce que l'enseignante peut être en train d'enseigner parce qu'ils ne sont pas confortables. Ils vont avoir le goût de bouger parce qu'ils cherchent une position pour être bien. Donc,
ça va jusque-là, la disponibilité des élèves. Tu démontres que la réussite scolaire, c'est un travail d'équipe, puis tu en fais partie. Tout bravo, à fait. merci. Ça me fait plaisir. Je suis avec Isabelle Massé, conseillère pédagogique en français. Isabelle, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait, ça, une conseillère pédagogique en français? Bien, ça conseille les enseignants pour leur pédagogie, pour enseigner le français de façon différente ou d'améliorer leur pratique pour enseigner le français. Parce que, on dit, bon, on était à l'école tous les deux, on dit, bien, enseigner le français, c'est enseigner le français, là, la grammaire, les mots, les accords de verbe, mais la manière, le français, apprendre le français, ça reste similairement pareil depuis tout le temps, mais il y a des stratégies plus, je dirais, modernes. Il y a des stratégies plus gagnantes que d'autres, mettre la littérature jeunesse de l'avant dans notre enseignement, faire autrement qu'avec les cahiers ou papier-crayon. Le français, c'est aussi réfléchir la langue, c'est aussi réfléchir à nos propos, autant écrits qu'à l'oral. Donc, il y a des stratégies pour enseigner tout ça. La lecture, la littérature, c'est encore un incontournable. Je vois au colloque, aujourd'hui, on a des gens d'une librairie qui sont là. Ça s'est beaucoup élargi. Moi, je trouve que la littérature jeunesse, des fois, je m'empêche d'en lire. Ça a de l'air intéressant. Je ne devrais pas. C'est pas pour notre âge, mais tu sais. Mais maintenant, on a des sujets pour tous les types de personnes, d'élèves. Parce que si tu proposes des livres. Bon, mettons, moi. Moi, je suis un amateur de hockey, puis tu me présentes toujours des livres sur des aventures dans le cosmos, puis moi, j'aime pas ça. Si tu me présentes un livre de hockey, je vais prendre le goût de lire sans m'en rendre compte. Oui, c'est ça. C'est de présenter de la diversité à nos élèves, d'aller les chercher justement dans leurs intérêts, leurs forces, aller chercher ce qu'ils aiment. Puis même des fois leur présenter des choses vers lesquelles ils ne seraient pas allés d'emblée pour leur faire découvrir autre chose aussi. Puis il y a une chose aussi au niveau des enseignants, les enseignantes, des gens, je dirais, naturellement curieux. Ils sont ouverts à l'innovation. Fait que toi, ça doit être agréable de proposer des nouvelles stratégies. Tellement, oui. C'est vraiment plaisant de travailler avec les enseignants, leur faire découvrir des albums aussi, puis des nouvelles façons de faire, parce que quand on enseigne, notre journée est pleine, elle est complexe, puis on n'a pas toujours le temps de s'attarder à ces choses-là. Mais moi, c'est mon rôle de venir leur présenter ces nouvelles façons de faire. Là. Je vais profiter de toi. On a des gens qui nous regardent, qui sont des parents, qui sont en contact avec des enfants. Le fameux goût de la lecture, comment qu'on peut favoriser ça à la maison? Parce que, oui, on parle d'école, puis c'est très important, mais si l'enfant lit naturellement à la maison, c'est un gros plus. C'est quoi les trucs qu'on peut avoir? C'est vraiment un gros plus. Bien, de un, ça serait de laisser traîner des livres partout. Je pense que c'est ça la clé, la première clé. Aller à la bibliothèque municipale qui ont une belle offre aussi pour venir soutenir les familles. Puis prendre le temps de lire avec eux, pas juste leur mettre un livre entre les mains, mais passer un temps de qualité avec son enfant, puis lire avec lui, parler de la lecture, échanger sur ce qu'on vient de lire. C'est ça le plaisir de lire, hein? C'est pas quelque chose qui est pour soi, c'est quelque chose pour partager la lecture. C'est ça qu'on... Puis comme adulte, on le dira jamais assez, on prêche par l'exemple. Si l'enfant ne nous voit jamais lire, puis on dit « Hey, mon gars, ma fille, c'est important à lire », on va être un peu mal placé dans Exactement. Puis lire, ça veut pas dire juste lire des gros romans. Même quand on lit le journal, on est en train de lire. Lire les circulaires, on est en train de lire. Ouais. Donc, de dire à nos enfants à quoi ça sert la lecture, ça aussi, c'est important. Puis peut-être aussi avoir un coin lecture. C'est une bonne idée, ça? Oui, d'avoir un coin, parce qu'évidemment, dans une maison, des fois, il y a de l'action. Ça peut se perdre. Assis à la cuisine, à la table de la cuisine, comme coin de lecture, c'est peut-être pas le meilleur coin. Il y en a qui font même leur coin de lecture aux toilettes, mais c'est correct aussi. Oui, d'avoir un lieu où on ne sera pas dérangé. Oui, exactement. Ben oui. Bon, merci, ma chère. Tous les contextes sont bons pour lire. Lisons ensemble. Merci. Merci. Anthony Ozoraï, vous êtes de la librairie Poirier. Qu'est-ce que vous venez présenter aux enseignants aujourd'hui? Écoutez, c'est une demande express de la part du corps enseignant de nous amener jusqu'ici avec une certaine liste de livres bien précise, des livres pédagogiques, mais aussi des livres à destination de leur public cible, donc des enseignants du primaire, donc de 8 à 12 ans. Et qu'est-ce qui fait, vous êtes sûrement un amateur de littérature, même je dirais un professionnel de la littérature, qu'est-ce qui fait un bon livre destiné à un enfant? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Je pense que c'est surtout une connexion entre l'auteur et les enfants, donc un univers dans lequel ils peuvent s'identifier, un héros qui leur ressemble. Ça peut parfois être des histoires tout à fait rocambolesques qui les aident à justement développer leur imaginaire. Donc c'est quelques pistes pour des très bons livres pour enfants. Bien, merci pour votre temps, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis avec Charlie Lorion. Explique-moi qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Faire des bombes de bain. Puis ça, tu fais-tu ça en classe? Oui. Je vais en faire. Et est-ce que c'est compliqué de faire ça? Ben, je sais pas encore, je n'en ai pas encore fait. Puis ça, après l'avoir fait, est-ce que vous allez en vendre? Oui. Bien, bravo, ma belle. Merci. Je suis avec Madame Cindy, enseignante à l'école Tournesol. On est ici, je viens de parler à une de tes élèves. Dans le fond, c'est un projet entrepreneurial. Oui, c'est un projet qu'on a parti l'année passée avec les élèves. On cherchait une solution pour ramasser des sous pour notre nouveau parc école. Alors, les élèves ont choisi de créer une compagnie pour fabriquer des bombes de bain. Puis, on a eu des résultats qui ont dépassé nos attentes. On voulait ramasser 1 000 $. Finalement, on a ramassé 3 000 $. On a fabriqué 3 000 bombes de bain. Et il a fallu, à un moment donné, dire que c'était assez parce qu'on aurait pu en vendre plus. Mais les élèves qui étaient en première année, eux autres, ils nous ont vus aller cette année. Ils ont voulu continuer le projet. Donc, on a reparti ça cette année. On a choisi le nom ensemble. On a voté ça. Et on va s'appeler la boîte à bulles. Et les copains ont choisi de faire du savon et des bombes de bain cette année. Donc là, on est rendu à l'étape de la création du logo. Et comment tu intègres ça dans ton enseignement? Parce que oui, on produit quelque chose, on en génère des sous avec ça, mais je présume, comme enseignante que tu es, que tu t'en sers aussi. Effectivement. C'est sûr qu'en premier, les élèves, ça les fait travailler en équipe. Ça va chercher beaucoup leur motivation, leur intérêt à venir à l'école. On dit qu'à la dernière période, on travaille sur notre projet, mais ils sont pas mal plus concentrés durant la journée là, pour qu'il reste assez de temps pour le faire. Autrement, l'année passée, on a fait beaucoup communiquer oralement, parce qu'il faut qu'ils les vendent, leurs produits. On s'était pratiqué, c'est eux autres qui devaient téléphoner, aller rencontrer les gens pour vendre ça. Et ensuite, on a fait beaucoup de mathématiques. À chaque fois qu'ils fabriquaient des bombes de bain, chaque équipe devait compter la quantité. Ensuite, aller compter ça avec toutes les équipes. Et plus ça allait, bien, il fallait qu'ils comptent à partir du total. Qu'est-ce qu'on avait fait hier? Là, il faut aller rajouter. Et ça m'a permis, à un moment donné, d'aller leur montrer l'utilisation de la calculatrice qu'on doit faire à la fin de deuxième année. Parce que rendu à 3000, c'est des nombres qui sont plus grands que ce qu'on doit leur montrer habituellement. Donc, on a aussi travaillé les arts plastiques parce que les élèves pouvaient faire des mélanges de couleurs. Là, ils testaient des choses, donc ça rendait ça plus agréable aussi. C'est bien intéressant. Bravo à toi, bravo à tes élèves qui ont de l'air à bien embarquer dans ce beau projet-là. Merci beaucoup. Je suis avec Marie-André Lachapelle, enseignante. Tu es à quelle école, toi? Je suis en 4e année à l'école Curé-Brassard. Et dans le cadre du colloque, on veut partager des belles expériences. On veut que les profs parlent aux profs. De quoi as-tu parlé aux enseignants aujourd'hui? Donc, moi, ce matin, j'ai présenté un atelier sur les ateliers d'écriture qu'on peut faire dans nos classes avec nos élèves. Dans le fond, de faire écrire nos élèves plus en général. Et là, toi, es-tu magicienne? As-tu trouvé la recette magique pour faire ça avec nos élèves? Non, je ne suis pas experte, mais j'essaie de donner des sujets variés à mes élèves. J'essaie de les faire écrire souvent parce que pour devenir bon en écriture, il faut écrire, comme pour devenir bon en vélo, il faut faire du vélo. Donc, c'est ce que j'ai essayé de partager à mes collègues ce matin. Bien, bravo, ma chère. Très dynamique. Ça a l'air bien intéressant. Ah, c'était super intéressant. On recommence cet après-midi. Merci. Super, merci. Je suis avec Nathalie, directrice à l'école Beau Séjour à Saint-Grégoire. Pourquoi on a une belle journée comme ça? Qu'est-ce que ça donne à nos enseignantes, tu penses? Donc aujourd'hui, on a la chance d'être regroupés. Donc tous les enseignants du primaire. Donc c'est une chance qu'on a. On s'est dit, bien écoute, on a de l'expertise à notre centre de service scolaire, donc on va partager notre expertise. Puis, ce qu'on a le goût, c'est de venir enrichir nos pratiques pédagogiques par différents moyens, différentes méthodes, tant français, mathématiques. Donc, on a une belle richesse là, de savoir qui va être partagée aujourd'hui. Évidemment, tu as été enseignante, maintenant tu es directrice, mais pourquoi, toi, comme directrice, tu viens ici? Qu'est-ce que tu viens acquérir?
Dans le fond, comme directrice, je viens appuyer mon équipe parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui vient présenter un atelier. Puis en même temps, bien, c'est au niveau de la pédagogie, puis c'est de dire aux profs, mais c'est important qu'on se mette à jour, c'est important de partager parce que, comme je disais, c'est qu'ici, il y a une multitude de personnes qui ont des belles compétences. Et ça, bien, il faut se dire que hey, on est bon puis on est capable de partager nos belles compétences. Puis c'est très, très riche pour notre centre de service scolaire. Dans le fond, au total, la réussite scolaire, c'est un travail d'équipe. Oui, d'école, mais de centre de service aussi. Oui. Puis on sait que nos élèves d'aujourd'hui, on a besoin de les motiver. Donc, avec différentes méthodes pédagogiques, des pratiques probantes, tout ce qui est innovant, bien, ça nous permet de garder nos jeunes avec nous puis de leur donner le goût d'apprendre. C'est ça qui est important. Fait que moi, je suis vraiment fière de voir le partage de connaissances aujourd'hui. Merci, Nathalie. Merci. Marie-Noëlle Morin, enseignante. T'enseignes à quelle école, toi? J'enseigne à l'école Curé-Brassard à Nicolette. À quelle année? J'enseigne en maternelle 5 ans. Et qu'est-ce qu'on vient chercher dans un colloque comme ça? Qu'est-ce que tu es venu acquérir? Bien, aujourd'hui, nous, on a une formation sur le jeu symbolique avec les enfants là, de 5 ans. Et est-ce qu'il y a des échanges? Moi, j'appellerais ça informel. Tu jases ça avec d'autres collègues de préscolaire, puis vous donnez-vous des trucs entre vous autres? Ben oui, c'est sûr qu'on se donne des trucs entre nous autres, mais c'est aussi de revoir des anciens collègues là, de d'autres écoles, parce que j'ai enseigné dans d'autres écoles, entre autres à Saint-Wenceslas, à Deschaillons, à Saint-Léonard-d'Aston. Donc, c'est le fun de revoir d'anciens collègues de travail aussi. Donc, c'est un beau moment de se retrouver, puis de voir d'autres collègues du préscolaire aussi, d'échanger de ce qui se passe dans d'autres milieux aussi. C'est agréable de discuter entre nous aussi. Et on va se dire, après cette période dont on se serait bien passé, de se revoir entre nous autres en présentiel, ça fait du bien. Oui, exactement. Ça fait du bien à tout le monde de se voir. Merci. Merci. Bonne journée. Je suis avec Chantal Bessner qui vient nous parler d'anxiété et de stress ici aux enseignants du colloque du primaire. En résumé, qu'est-ce que vous venez dire aux profs? Bien, dans le fond, je viens donner de l'information sur comprendre qu'est-ce que c'est le stress et l'anxiété, puis comment amener nos élèves à le gérer, puis guider les enseignantes à qu'est-ce qu'on fait avec ça dans notre classe. Donc, je viens aussi, dans le fond, faire un résumé du livre qui a été publié chez Chenelière Éducation, l'anxiété et le stress chez les élèves, que j'ai eu la chance d'écrire. Donc, je viens partager mon savoir et mon vécu. Et vous présentez, oui, votre livre que vous avez écrit, puis différents outils. En résumé, c'est quoi? C'est des romans, des livres qui parlent d'anxiété et de stress? Oui, on a dans le fond surtout des livres d'information et des livres de littérature jeunesse qui racontent des petites histoires pour mieux expliquer le stress et l'anxiété aux enfants. Et dans vos ateliers, qu'est-ce que les enseignants vous disent? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils constatent dans leur classe? Effectivement, j'ai souvent des beaux merci à la fin parce que, oui, pour les guider dans leur classe, mais on sait très bien, on ne se le cachera pas, que parmi les personnes qui vont assister à mon atelier aujourd'hui, il y en a pour qui ils vivent eux autres même de l'anxiété. Donc, je donne aussi, ça les ramène à comprendre mieux ce qui se passe dans leur propre corps, dans leur anxiété à eux. Et pour être en bonne position d'apprentissage, si on vit du stress, de l'anxiété, c'est pas fameux. C'est mieux de se trouver d'en vivre. C'est pas anormal, mais on peut se trouver des stratégies justement pour que l'élève il se sente bien dans ce milieu-là. Exactement. C'est exactement ce que je viens proposer aux enseignants aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir. Je suis avec Patricia Lavigne, conseillère en adaptation scolaire, conseillère pédagogique. En quoi ça consiste, ce métier-là, vous, que vous exercez à la Riveraine? Bien, en fait, je soutiens les enseignants en adaptation scolaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Parfois, ils m'interpellent pour comment je pourrais mieux enseigner à cet élève-là, donner des conditions plus adéquates à un élève qui a des besoins particuliers. Ça peut être pas juste en adaptation scolaire. Hein. Dans une classe régulière, maintenant, on fait l'inclusion. Alors, comment on répond à certains besoins? Et de vivre une journée comme ça, hein, on se retrouve enfin. Comment vous profitez de cette journée-là, vous, au point de vue professionnel? Bien, je pense que c'est un beau ressourcement. Enfin, on est plus en proximité. Je pense que dans le monde de l'éducation, la proximité est importante.
Et là, de pouvoir vivre cette journée-là avec tous les enseignants, tout confondu, du niveau primaire, bien, c'est vraiment, vraiment pertinent et enrichissant. Merci. De rien. Je suis avec Pierre-Louis Jutras, enseignant à quel endroit, Pierre-Louis? Je suis enseignant en 3e année à l'École Curie-Brassard à Nicolet. Et là, on est dans un colloque, hein? On rencontre des professeurs, des enseignants de tout le territoire. Qu'est-ce que tu viens livrer comme message, toi? Bien, en fait, on vient livrer des petits ateliers, des choses qu'on met en pratique dans nos classes. Donc, il y a une enseignante juste dans notre atelier qui vient parler de la flexibilité, des classes flexibles. Il y en a une qui vient parler des 5 au quotidien, une méthode pour travailler les stratégies de lecture et d'écriture. Moi, je viens parler d'une application pour observer les élèves. Parce que des fois, on évalue avec des traces, des évaluations papier. Moi, c'est des fois, juste avec les observations, comment prendre en note des observations rapidement, pondérer tout ça pour que ça soit plus efficace. Et qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on t'a dit lors des ateliers? Bien, dans le sens, qu'est-ce que les enseignants ont questionné, se sont demandé par rapport au contenu que tu donnais? Ah, ben moi, dans le fond, vu que c'est une application, des fois, c'est des petites questions pratico-pratiques dans le concret. Donc, est-ce qu'on peut mettre les sauvegardes, à quel endroit on peut mettre ça? Donc, c'était vraiment des petites questions pratiques, comment ils peuvent mettre ça en application dans leur classe. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec Karine Germain de l'entreprise Entre-Jeux. On est au colloque ici à la Riveraine. Qu'est-ce qu'on vient présenter aux enseignants? Aujourd'hui, nous, on a apporté une belle sélection de jeux qui travaillent les notions de mathématiques, entre autres, mais on a aussi une vaste sélection d'autres jeux qui travaillent d'autres sphères du développement là, chez les enfants du 0-12 ans, donc préscolaire, primaire et secondaire. Et comment ça se traduit, exemple, des écoles se procurent ces jeux-là, comment ça se traduit en classe? En fait, les jeux, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont adaptables. Donc, on peut les utiliser autant en atelier, quand même les orthopédagogues, les psychoéducatrices peuvent faire de l'évaluation 1-1 avec nos produits. Ça peut être animé en grand groupe aussi devant toute la classe. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités avec les jeux, là, de plusieurs façons de les animer, en fait. Là. Et merci d'être là. Bien, ça fait plaisir. Bonjour, je suis avec 2 enseignantes au niveau préscolaire puis des étudiantes au doctorat. Votre nom à vous, c'est? Moi, c'est Marie-Claude. Marie-Claude. Et votre nom? Moi, c'est Édith. Et là, qu'est-ce qu'on avait à dire ce matin à cette conférence du colloque de la Riveraine? Bien, nous, on avait en fait la meilleure conférence parce qu'on parle du jeu et des enfants. Alors, ça peut juste faire un mix explosif et de joie. Donc, on est venu montrer aux enseignants comment intervenir dans le jeu de l'enfant pour favoriser les apprentissages. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'est quoi les questions, les commentaires qui sont ressortis lors de la conférence? Bonne question. La conférence n'est pas encore terminée, mais là, dans le fond, c'est plus dans l'organisation. Hein? Comment organiser, comment planifier notre jeu. C'est vraiment ça un peu parce que, tu sais, à l'éducation préscolaire, on a beaucoup de temps de jeu dans une journée, mais justement, c'est quoi la place de l'enseignant pendant le jeu? Donc, c'est un peu ça qu'on vient démystifier un peu aujourd'hui, qu'on vient aussi outiller les enseignants. Là, c'est nos projets de recherche aussi qui sont en lien avec ça à l'université, donc c'est ce qu'on vient montrer aux enseignants. D'avoir des gens qui poussent les connaissances au niveau de l'éducation, moi, ça me stimule toujours de voir ça. Sur quoi vous creusez dans votre thèse de doctorat, vous, jeune femme? Oui, bien moi, je m'intéresse beaucoup à la perception de l'enfant, des interactions qui ont lieu en contexte de jeu de faire semblant. Donc, quand l'enfant joue avec l'enseignant, c'est quoi sa perception à lui? Vous, votre thèse, c'est quoi? Moi, c'est sur le jeu de construction, l'intervention enseignante dans le jeu de construction. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment intervenir pour venir soutenir le développement de la pensée de l'enfant? Sa pensée mathématique, sa pensée scientifique, sa pensée créative, son raisonnement. Donc, avec le jeu de construction, c'est vraiment un jeu qui est propice à ça, mais l'enseignant a sa place. Donc, c'est un peu ce que j'étudie, ce que je viens présenter aussi aujourd'hui. Jeu de construction, on parle-tu de blocs, de Lego ou c'est plus large que ça? C'est un peu plus large que ça, mais c'est surtout blocs Lego, blocs de bois, donc des jeux de blocs de construction qui sont ouverts. Là. Oui. Oui. Merci, bien intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je suis avec Annie Erard, enseignante de musique. Qu'est-ce qu'on vient chercher, Annie, dans un colloque comme ça? Bien, d'abord, ce matin, c'était un partage entre enseignantes de musique. Des activités, des idées pour faire avec nos élèves. Puis après ça, moi, j'avais une conférence sur l'anxiété. Puis après ça, je m'en vais à la maison, mais l'anxiété, c'est vraiment un fléau. On est parfois confronté à ça comme spécialiste, musique, prestations. On joue devant les autres, ça peut être une source d'anxiété, ça?
Oui, effectivement. Il y a des trucs pour diminuer ça puis que l'élève se sente bien. Ben oui, des trucs, puis pour nous-mêmes aussi, puis ça nous fait prendre conscience que ça vient chercher les grands, les petits, puis dans notre enseignement, ça va m'aider aussi à mieux comprendre les élèves là, dans ce qu'ils vivent. Et merci, ma chère. Ça fait plaisir. Je suis avec Myriam Thibodeau, orthopédagogue. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un colloque comme ça, Myriam? Bien, c'est sûr que c'est un colloque avant tout pour le primaire. Donc, puisque j'interviens avec des élèves de première à sixième année, c'est sûr que ça me donne beaucoup d'idées. On a parlé de co-enseignement, de mathématiques et tantôt, ce sera écriture. Donc, c'est beaucoup pour collaborer avec mes collègues puis motiver. Ça motive. Puis la reprise de contact avec nos collègues, c'était pas très agréable la pandémie, puis là on a ça un peu derrière nous, donc on peut refaire des gens, puis on se fait un réseau de contact comme ça aussi. Oui, absolument. De se revoir en présentiel, là, ça fait du bien. Merci, ma chère. Merci. Je suis avec Josée Poirier, enseignante de sixième année. Tu es à quelle école, toi? Moi, je suis à Terre des Jeunes en sixième année. Là, on participe à un colloque. Pourquoi? Bien, pourquoi tu adores ça? Qu'est-ce qui te motivait à venir ici aujourd'hui? Moi, je suis une prof qui adore apprendre de nouvelles choses. J'aime appliquer de nouvelles choses. J'ai une soif d'apprendre. Puis après ça, l'appliquer auprès de mes jeunes. Les choses que tu as retenues, parce que là, on se parle en mi-journée, qu'est-ce que tu as? Y a-tu une idée là, que tu as pris une note et dit, moi, c'est sûr que j'essaye ça dans ma classe? Oui, moi, la littérature jeunesse en français, partir de ton enseignement, prendre un album jeunesse, puis enseigner à partir de cet album-là toute la grammaire, toute la ponctuation, toutes les stratégies de lecture. Moi, là, la littérature jeunesse est venue me chercher ce matin. Parce qu'elle est beaucoup plus attrayante qu'elle l'était. Je me trompe-tu en disant ça parce que tu as quand même quelques années d'expérience, mais il me semble que moi, je regarde des livres jeunesse, j'ai presque le goût des lire moi-même. Effectivement. Là, nous autres, on n'est plus avec Léo et Léa dans notre temps. Là. On est rendu avec des choses vraiment... Et le vocabulaire aussi a augmenté dans les albums jeunesse. Donc, je me dis, c'est là qu'on va aller chercher nos élèves. On a autant de livres pour les garçons que pour les filles. Avant, tu sais, c'était pas... C'était plus pour tout le monde. Donc, on va aller chercher un petit peu de tout le monde à travers ça. Merci, Josée. Oh, je te remercie tellement infiniment. Je vous souhaite une belle journée. Donc, Joanne Boisclair, on est dans un colloque. Moi, j'ai eu oui dire qu'un jour, tu avais dit, oui, c'est bien des formations, mais on aimerait ça se voir entre profs. C'est-tu bien toi qui as dit ça? Eh bien, il paraît que oui. Oui, j'ai déjà formulé cette affirmation-là parce qu'en fait, c'est important de pouvoir partager. Moi, j'enseigne dans un petit milieu à Saint-Zéphirin, donc je suis la seule enseignante au 3e cycle. Fait que j'ai jamais de temps d'échange avec d'autres, de partage. Fait que c'est le fun de s'ouvrir, de discuter, de partager nos pratiques avec d'autres enseignantes qui sont dans d'autres écoles qui font de super belles choses. Dans le fond, tu veux agrandir ton corps professionnel dans le sens d'avoir des collègues qui ne sont pas nécessairement physiquement dans ton lieu, mais qu'on échange. Et dans ces formations-là, dans ces colloques-là, il y a beaucoup d'informels aussi. Je vous vois jaser, tout ça. Oui, on prend des nouvelles, mais on parle d'éducation aussi. Ah bien absolument, il faut parler de pédagogie. On n'a pas assez de temps pour échanger là-dessus parce qu'on planifie, on corrige, on est chacun, comme je le disais, dans nos milieux, mais ça prend du temps d'échange et c'est comme ça que nos pratiques s'améliorent et qu'elles sont plus pertinentes pour nos élèves. J'ai eu oui dire également que tu es à écrire une lettre. Tes élèves sont à écrire une lettre. Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire dans ta classe à Saint-Zéphirin? Ben, en fait, c'est parti d'un album qui s'appelle « Si j'étais ministre de la Culture ». C'est sorti il y a quelques années. Et puis, en début d'année, avec les élections et tout ça, on l'a modifié avec l'orthopédagogue, d'ailleurs, à l'école. Et c'est devenu « Si j'étais ministre de l'Éducation ». Alors, les élèves ont eu à composer des propositions et des arguments, à savoir qu'est-ce qu'ils changeraient. Et M. Blondin est venu faire une visite à notre école. Je lui ai montré le projet parce qu'on a affiché ça dans les corridors. Et l'objectif, il nous a proposé, dans le fond, d'envoyer une lettre, de sélectionner les meilleures propositions. Et lui s'engageait à faire parvenir cette lettre au ministre de l'Éducation. Je suis curieux, là, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que les élèves demandent au ministre?
Bien, il y a toutes sortes de choses là, qui ressortent, mais entre autres, ils aimeraient ça avoir un local de détente pour aller se reposer, gérer un petit peu l'anxiété, des fois le stress. En lien avec le stress, d'avoir accès à des animaux qui pourraient venir à l'école. Il y en a qui parlaient de faire des graffitis, colorer un petit peu l'école pour la mettre à leur couleur, d'ajouter une 6e période pour faire plus de sport en parascolaire, etc. Fait que plein de bonnes idées. En effet. Bien, merci, Joanne. Ça me fait plaisir. Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, modern ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry.
things that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day or two. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille